Bonjour et bienvenue pour ce 199e briefing. Comme vous pouvez le voir, le président Chenesso n'est pas là et donc je le remplace. Désolé, le pauvre président est au fond de son lit et il ne peut pas bouger pour l'instant, donc il reviendra, j'espère, pour la prochaine, pour le 200e briefing qu'il pourra célébrer. Et aujourd'hui, je suis seul avec Arnaud. Parce que Igor est en rendez-vous et n'a pas pu annuler ses rendez-vous. Mais aujourd'hui, on a un briefing spécial, hein. Notre briefing spécial est sur le remaniement du gouvernement. On va en parler que de ça. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les poser. Mais on va vous présenter le nouveau gouvernement qui, je dois dire, nous a surpris aussi. On s'attendait à des changements, mais pas ceux auxquels nous avons assisté. Alors Arnaud, est-ce que tu peux nous dire nous raconter un petit peu ce nouveau gouvernement, ce que tu en penses et surtout quels sont les changements. Merci, Président. Effectivement, une semaine importante en Russie sur le plan politique, avec plusieurs vagues d'annonces en réalité, puisque cela s'est joué en trois, voire quatre temps. D'abord, l'identité, la candidature du Premier ministre, ensuite les vice-premiers ministres, les ministres civils, les ministres dits de force, qui sont approuvés selon des procédures différentes, et puis lundi, l'administration présidentielle et quelques postes périphériques, mais importants. Alors, tu l'as dit, les nominations annoncées par le Kremlin au fil de l'eau depuis la semaine dernière ont apporté des changements plus limités que prévu, même si le double départ de Sergueï Shoigu du ministère de la Défense et de Nikolai Patrouchev du Conseil de sécurité nationale, changement inattendu, ont pu donner l'impression inverse. De façon générale, et j'y reviendrai au cours de mon explication, il s'agit plus, me semble-t-il, de retouches, de rééquilibrage du dispositif général qui devrait rester en place jusqu'aux législatives de septembre 2026. Et en 2026 devrait s'ouvrir un nouveau cycle politique. Les départs qui étaient escomptés, attendus, parfois imprudemment annoncés, et qui ont été reportés, qui n'ont pas eu lieu, auront probablement lieu en 2026. Et à ce moment-là, devrait s'ouvrir, je l'ai dit, un nouveau temps politique et probablement le début de la préparation de la phase de transition, dont la plupart des observateurs bien informés à Moscou pensent qu'elle aura lieu plutôt en 2030 qu'en 2036. Quelques mots d'abord sur Mikhail Mishustin, dont la reconduction était plutôt attendue. Pourquoi? Parce que le Premier ministre, qui est en place, je le rappelle, depuis début 2020, jouit de la confiance du Kremlin. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord géré la crise du Covid avec certains succès. Et depuis le 24 février 2022, il a réussi à maintenir l'économie russe à flot. À noter que le Parti communiste n'a pas voté la confiance à la Douma. C'est un geste peut-être de mauvaise humeur, plutôt une posture pour rappeler à l'électorat communiste qui est en voie de rétrécissement que le parti reste dans l'opposition, en tout cas officiellement. Il s'agit plus de donner des gages à un électorat qui est plus oppositionnel que Zyuganov. Donc Mishustin reconduit. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a pu maintenir, garder ses vice-premiers ministres. Quand je dis ses vice-premiers ministres, c'est-à-dire les hommes qu'il a choisis, étant entendu que la composition du gouvernement, elle est principalement faite au Kremlin. Alors ces trois hommes de confiance, ce sont Grigorenko, Overtchouk et Tchernychenko, qui sont en charge des dossiers de haute technologie. Overtchouk est en charge des coopérations internationales. Mishustin a également pu maintenir un de ses proches à la tête du service fédéral des impôts, dont il est issu, je le rappelle, et qui est de fait une structure de force. Mishustin, donc aujourd'hui, reste le numéro 2 du régime, l'homme le plus influent après Poutine, avec le maire de Moscou, me semble-t-il. Euh,
Pour autant, son nouveau gouvernement est plus polycentrique, je vais y revenir, que le précédent. Et si Mishustin reste bien placé dans la course à la succession, course qui n'est pas ouverte, hein, rappelons-le, il voit apparaître des contrepoids et de sérieux concurrents dans le paysage politique. Alors parmi les concurrents potentiels, ou en tout cas les gens qui ont vu leur influence croître ces derniers temps et qui ont été promus formellement, il faut relever Denis Mantourov, qui est le seul premier vice-premier ministre. On le sait, il était précédemment en charge des questions de l'industrie. Il était vice-premier ministre aujourd'hui, donc il monte encore d'un cran. On sait que c'est un homme réputé proche de Sergei Chemezov, le patron de Rostec, et à son nouveau poste, il devrait être chargé encore des questions industrielles et plus spécifiquement de la production militaire. Parmi les autres promus au gouvernement, il faut relever Alexandre Novak, qui élargit son périmètre à l'ensemble de l'économie, tout en gardant la supervision du secteur stratégique de l'énergie. Lui aussi a la confiance de Vladimir Poutine, qui l'a vu à l'œuvre dans plusieurs dossiers sensibles et le, le principal acquis ou le principal dossier dans lequel s'est révélé Alexandre Novak, c'est évidemment la coopération avec les Saoudiens depuis 2016, l'accord OPEP+, dont personne ne croyait à l'époque d'ailleurs qu'il serait signé et puis qu'il tiendrait aussi longtemps. Eh bien, c'est cet accord qui permet à la Russie, depuis de nombreuses années, d'avoir une certaine visibilité et une certaine sérénité quant au volume et à la pérennité de ces rentrées pétrolières. Et c'est encore plus important, bien sûr, au moment du plafonnement des prix décidé par le G7 et d'autres sanctions occidentales. Donc Novak se voit récompensé par un élargissement de son périmètre. Novak est l'un des vice-premiers ministres. Parmi les autres personnes promues, Patrouchev Junior, Dmitri Patrouchev, qui jusqu'alors était ministre de l'Agriculture et qui devient vice-premier ministre. Et il conservera la supervision du secteur agricole, qui lui aussi est extrêmement important en Russie, surtout depuis 2014. Et il a pu faire nommer à sa place au ministère Madame Lout, qui est personne bien connue des industriels œuvrant dans ce secteur. Les autres premiers ministres, vice-premiers ministres reconduits, Madame Golikova, en charge des affaires sociales, du secteur de la santé notamment, Yuri Troutnev, qui est l'un de ces hauts fonctionnaires, de ces grands commis de l'État finalement, qui sont en place depuis une vingtaine d'années, qui ont eu successivement différents dossiers à gérer. Troutnev, depuis une douzaine d'années, s'occupe spécifiquement de l'Extrême-Orient et de l'Arctique. Là encore, des sujets très importants depuis quelques mois et quelques années. Enfin, est reconduit Marat Rousnoulin, qui est en charge des infrastructures, de la construction. La Russie n'a jamais autant construit de logements, d'infrastructures. Il y est pour beaucoup. Et il était évident qu'il serait reconduit dans ses fonctions par Michoustine, mais surtout par le Kremlin. Un peu plus surprenant, la promotion de M. Saveliev, ancien ministre des Transports, ancien patron d'Aéroflot, au grade lui aussi de vice-premier ministre. Pourquoi cette décision? Il semblerait que le Kremlin ait beaucoup apprécié ces décisions très rapides, très efficaces. En mars 2022, décision sur la saisie de l'ensemble des avions se trouvant sur le territoire russe à l'époque et leur rachat par la suite. Certains disent qu'il a finalement sauvé quelque part l'aviation civile russe et nombre de compagnies aériennes par cette décision peu orthodoxe mais efficace. Alors, si l'on descend d'un cran et si l'on regarde les simples ministres, qui voit-on? Là encore, des personnes reconduites, M. Silouanov,
aux finances, M. Chadaïev au développement numérique, Mourachko à la santé, Lyubimova à la culture, Faizuline à la construction. C'est également le cas de Maxime Rechetnikov, que nous connaissons bien, en charge du développement économique, de messieurs Kravtsov et Falkov, en charge respectivement de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Pour ces trois ministres, c'est plus surprenant parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs selon lesquelles ils étaient partants du gouvernement. Finalement, ils sont reconduits. Quelles sont les têtes nouvelles et les profils intéressants dans ce nouveau gouvernement? Quatre gouverneurs qui rejoignent la capitale et qui se voient proposer des portefeuilles. D'abord, M. Ali Khanov, qui dirigeait Kaliningrad depuis quelques années. Il est nommé à l'industrie. M. Tsiviliov, qui était à Kemerovo depuis 2018 et qui prend le portefeuille de l'énergie. Euh, euh, Ce qui n'est pas très étonnant pour deux raisons. D'abord, il connaît très bien le secteur charbonnier et son épouse, Madame Tsiviliova, dont on a parlé ici, qui s'est vue confier l'année dernière la gestion du fonds de soutien aux anciens combattants, n'est autre qu'une cousine, certes éloignée de Vladimir Poutine, mais malgré tout, ça a peut-être pu jouer dans ce casting et dans cette trajectoire très ascendante de la famille Tsiviliov en ce moment. Au transport, M. Starovoyt, qui était précédemment gouverneur de la région de Koursk, et enfin M. Dektariov de Khabarovsk, qui est nommé au sport. Il dirigeait il y a quelques années la commission au sport de la Douma d'État, donc cette décision n'est pas tout à fait surprenante. Mais les principales surprises, elles nous viennent non pas euh, des vice-premiers ministres, des ministres civils, entre guillemets, mais de ce qu'on appelle les structures de force, les siloviki. Première énorme surprise que personne n'avait anticipée, le départ de Sergueï Shoïgu du ministère de la Défense. Alors certes, ces dernières semaines, depuis le renvoi et surtout l'arrestation de son adjoint Timour Ivanov, il apparaissait affaibli, mais pas grand monde, et pour ne pas dire personne, n'avait anticipé ce départ. Il s'agit non pas d'un limogeage, mais bien d'une sortie par le haut. Il ne s'agit pas vraiment d'une disgrâce, puisque Sergueï Shoïgu est nommé au poste de secrétaire du Conseil de sécurité nationale, une structure qui, ces dernières années, était influente. C'est intéressant que Poutine a fait du Poutine, c'est-à-dire d'abord il a surpris, et surtout il a euh, exfiltrer quelqu'un qui était fragilisé, mais il l'a fait sur fond de victoire militaire. Il ne l'a pas fait, par exemple, à l'automne 2022, alors que Sergueï Shoïgu était très controversé depuis longtemps et singulièrement depuis la retraite des régions de Kharkiv et de Kherson à l'époque. Shoïgu, donc, qui, faut-il le rappeler, n'est pas un ami de 40 ans de Poutine, contrairement à ce qu'on peut parfois lire ou entendre. C'est quelqu'un c'est l'un des rares finalement qui est devenu proche de Poutine euh, une fois finalement Poutine au Kremlin. Je rappelle qu'historiquement, les diverses strates, les différentes cercles de l'entourage de Poutine, c'est le KGB de Leningrad dans les années 70, Sergei Ivanov par exemple, ou d'autres. L'école du KGB au début des années 80, l'école de perfectionnement avant envoi à l'étranger, c'est là qu'il a fait la connaissance de Sergei Narishkin, dit-on. Il y a l'époque est-allemande, Tchemezov notamment, et puis la mairie de Saint-Pétersbourg. Et on constatait qu'il y avait très peu de nouveaux entrants dans l'entourage immédiat de Vladimir Poutine. Shoïgu, c'est un ministre de Boris Yeltsin en réalité, qui est en place depuis 92, qui a acquis une grande popularité dans les années 90, une grande influence aussi. Il a été coopté par Poutine et ce n'est qu'il y a quelques années que les deux hommes sont allés en vacances à la chasse ou en randonnée sur les terres natales de Shoïgu. Mais encore une fois, ce n'est pas à proprement parler un ami, contrairement à ce qu'on a pu lire ou entendre. Mais Shoïgu donc n'est pas maltraité, il n'est pas mis hors jeu. En revanche, certains de ces obligés, de ces anciens protégés au ministère de la Défense, ont déjà
des problèmes. Certains sont incarcérés, d'autres ont remis leur démission. C'est tout un écosystème au sens, non, au sens économique du terme qui est en train d'être démantelé avec pour objectif, et ce qui va m'amener à la nomination de Belousov, avec pour objectif de réduire la corruption et d'accroître l'efficacité de la dépense publique dans le domaine militaire. Euh, bon, concrètement, le général Kuznetsov, qui était en charge des ressources humaines au ministère de la Défense, a été arrêté. Et les vice-ministres Salyukov et Krivoruchko, qui étaient réputés proches du ministre, de l'ancien ministre Shoigu, et qui incarnait à la fois l'inertie, la bureaucratie et la corruption du système, eh bien, ont démissionné et il n'est possible qu'ils fassent eux aussi l'objet de poursuites judiciaires. Shoigu, et on en a beaucoup parlé à Moscou, mais également dans la presse occidentale, est remplacé par Andrei Belousov, 65 ans, que Poutine connaît bien depuis une vingtaine d'années. C'est un économiste qu'on qualifiera de gauche, ou en tout cas interventionniste, keynésien. C'est un fervent orthodoxe. Il y a des photos qui circulent. On le voit officier dans une chapelle de la région de Vladimir. C'est quelqu'un qui est connu pour son intégrité intellectuelle et personnelle. En tout cas, c'est ce qui se dit à Moscou et ce qui contraste beaucoup avec l'écosystème antérieur au ministère de la Défense que j'évoquais à l'instant. Alors, Belousov aura une mission simple qui a été explicitée par Poutine avant-hier lors d'une réunion avec euh, les militaires et juste avant avec le nouveau gouvernement, c'est de rationaliser les dépenses militaires qui représentent entre 6 et 7 du PIB. Donc, il y a un flux financier de plus en plus important et très clairement, le Kremlin ne veut plus de déperdition, ou en tout cas la réduire au maximum. Il s'agira pour Belousov de, d'assurer l'intendance et, je le disais, de s'assurer de l'efficacité de la dépense publique. Alors, ce n'est pas, contrairement là aussi à ce qu'on a lu ou entendu, la première fois que Poutine nomme un civil ministre de la Défense. Il y a eu en 2007 M. Serdyukov, on s'en souvient. Alors, à l'époque, ça s'était un peu mal terminé, en 2011, dans des conditions un peu rocambolesques. On va parler de vaudeville à l'époque. Mais à l'époque, Serdyukov avait lancé des réformes importantes et commis sans doute une erreur que Belousov ne refera pas. Il s'était mêlé d'affaires militaires. Il avait empiété dans le domaine vraiment stricto sensu des militaires sans en avoir la légitimité aux yeux des militaires et au-delà, puisqu'il était issu du service des impôts. On peut penser que Belousov se concentrera sur les dossiers financiers, industriels, en lien avec Mantourov, vice-premier ministre, et qu'il laissera évidemment à l'état-major le soin d'élaborer les opérations et d'utiliser euh, les matériels qui auront été produits pour l'armée russe. J'imagine mal, mais peut-être que je me trompe et que je serai démenti l'année prochaine. J'imagine mal M. Belousov parader le 9 mai dans un uniforme de général. Je crois qu'il n'aura pas cette tentation-là. Tentation qui fut celle de Shoigu, qui lui non plus n'est pas un militaire, il faut le rappeler. Il est général par équivalence finalement. Il a été général de la sécurité civile parce qu'il était ministre, mais il n'a pas plus d'expérience ni de légitimité militaire que Serdyukov ou Belousov. Mais lui a voulu apparaître, je dirais, en uniforme, et ça l'a peut-être aussi desservi, surtout en temps de guerre. Euh, donc Belousov va devoir et va sûrement travailler en lien très étroit avec Mantourov, avec Tchernychenko et Chadaïev qui sont en charge de l'innovation et des technologies au sein du gouvernement. Et ces hommes-là vont avoir un rôle crucial, non pas à un horizon de moyen ou de long terme, mais très clairement dans les 6, 12, 18 prochains mois pour accroître la production militaire à budget égal, puisque c'est aussi l'un des signaux, à mon avis, envoyés par le Kremlin. Il ne s'agit pas de basculer dans une vraie économie de guerre, au sens où
tout l'appareil productif serait mis à disposition du ministère de la Défense. Il s'agit bien d'optimiser la dépense publique et d'aller au maximum dans le cadre existant. La nomination de Belousov, je l'ai dit, elle a surpris tout le monde, moi le premier, et elle a été accueillie de façon positive par des gens très différents, des libéraux jusqu'aux ultra-patriotes, qui, il est vrai, partageaient une aversion très forte pour Sergei Shoigu et ce qu'il représentait. Quelques mots de Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères, qui lui aussi était plutôt donné partant, en tout cas il se disait de façon récurrente qu'il était plutôt fatigué, qu'il ne souhaitait pas être mis à la retraite, certainement pas, mais peut-être devenir plutôt conseiller diplomatique du président, ce qui leur a épargné les fréquents voyages en avion tout en le laissant aux manettes. Eh bien, Vladimir Poutine, une nouvelle fois, en a décidé autrement. Il a décidé de garder son ministre des Affaires étrangères, qui est en place, je le rappelle, depuis 20 ans, depuis 2004. Et c'est lui, peut-être, le moment venu, qui négociera donc un accord en Ukraine, si tant est qu'il doive y avoir un accord dans ce dossier dramatique. J'en viens à l'autre grosse surprise, Nikolai Patrouchev. Donc, je rappelle que jusqu'en 2008, de 2000 à 2008, il était directeur du FSB, le service de sécurité intérieure. En 2008, il a pris la tête du Conseil de sécurité nationale, qui à l'époque était une structure un peu poussiéreuse, un peu un placard, il faut dire les choses comme elles sont, et il en a fait un centre d'influence et de pouvoir de premier plan à Moscou. Il se voyait, et il était, on peut le dire, un peu l'idéologue du régime russe. Il jouait un rôle également très important de la diplomatie sécuritaire de la Russie. Tous les ans, il organisait un forum avec des responsables des services secrets de plusieurs dizaines de pays, plus d'une centaine même. Donc, Nikolai Patrouchev, depuis une dizaine d'années, était un personnage important. Et à la différence de Shoigu, il rétrograde un petit peu dans la hiérarchie. Il est nommé à l'administration présidentielle au titre d'assistant du président. Alors, ce n'est pas infamant. Il aura toujours, et ça le distingue de la plupart de ses camarades, un accès direct à Vladimir Poutine, mais son périmètre officiel, ce sont les constructions navales, ce qui ne lui donne pas une légitimité aussi grande qu'avant pour s'exprimer sur les grands sujets du monde, sur l'avenir de la Russie, etc., etc. Évidemment, on peut penser que cette rétrogradation est compensée par la promotion que j'évoquais précédemment de son fils Dmitri au poste de vice-premier ministre. Toujours parmi les ministres de force, trois relatives surprises, hein, trois reconductions qui ont plutôt surpris, celle de M. Kolokoltsev à l'intérieur, de M. Kourenkov à la sécurité civile. Euh, je rappelle qu'il y a à peu près un mois et demi, il y a eu de très graves inondations dans le sud de l'Oural et pas grand monde ne pensait que M. Kourenkov serait reconduit. Et puis M. Bortnikov, directeur du FSB, qui n'était pas donné partant en tant que tel, mais on voit qu'il y a des mouvements au FSB, de nouveaux adjoints qui apparaissent. Euh, euh, on peut penser que Poutine s'est dit que changer tout le monde en même temps dans ce bloc de force aurait pu créer des turbulences. Shoigu et Patrouchev sont déjà deux gros morceaux, si j'ose dire. Si y ajouter le directeur du FSB ou le ministre de l'Intérieur, ça aurait pu sans doute perturber le système à un moment où la Russie fait face à des menaces très directes, très évidentes et immédiates. J'en viens maintenant à l'administration présidentielle, qui est un gouvernement bis finalement, ou un autre lieu de pouvoir extrêmement important en Russie. Les grands, alors son directeur, Monsieur Vaino, qui est un diplomate de formation, spécialiste du Japon. Je rappelle que les conditions dans lesquelles il a été repéré par Vladimir Poutine. Hein. Vladimir Poutine, en juillet, en juin-juillet 2000, c'est-à-dire au tout début de sa présidence, se rend au G7 d'Okinawa. D'ailleurs, il fait une halte à Pyongyang sur la voie du G7. C'est un peu oublié. Il est accueilli comme il se doit par un jeune diplomate à l'aéroport. Et ce jeune diplomate, c'est Anton Voino. Et
manifestement, le jeune Vaino a fait une très bonne impression au chef de l'État, qu'il a appelé assez rapidement à Moscou, à ses côtés lorsqu'il était Premier ministre, et puis ensuite à l'administration présidentielle. Et en 2016, Anton Vaino a été nommé directeur de l'administration présidentielle en remplacement de Sergei Ivanov. Il est donc reconduit. C'est un personnage très discret qui ne s'exprime pratiquement pas dans les médias. Parmi ses adjoints et ses adjoints les plus connus, il y a Dmitri Peskov, porte-parole, Monsieur Gromov, qui est moins connu, mais qui est sans doute plus influent, qui est en charge des médias. On sait que le contrôle du champ médiatique en Russie, c'est important. Sergei Kirienko, ancien Premier ministre, ancien patron de Rosatom, qui est en charge de la politique intérieure. Tous ces gens-là sont reconduits. Au sein de l'administration présidentielle, il y a deux personnes. Alors, il y en a une qui l'intègre et une autre qui prend du grade. Alexei Dioumine, gouverneur de Toula depuis 2016, ex-garde du corps de Vladimir Poutine, ex-vice-ministre de la Défense. Il s'était distingué fin février 2014 en organisant l'exfiltration, là aussi assez rocambolesque et dangereuse, du président ukrainien Yanukovych du Donbass vers la Crimée. Eh bien, il est nommé assistant du président en charge spécifiquement des industries de défense et du Conseil d'État. Alors le Conseil d'État en Russie, ça n'a rien à voir avec le Conseil d'État français. Il ne s'agit pas d'une instance juridique, mais d'un organe consultatif qui réunit tous les gouverneurs, très nombreux parlementaires, finalement les gens les plus influents au sein des élites politiques. Je le mentionne parce que jusqu'en 2020, jusqu'à la réforme constitutionnelle qui a permis à Vladimir Poutine de continuer, enfin de solliciter de nouveaux mandats, eh bien, avait été envisagée sa possible nomination à la tête du Conseil d'État, une fois son quatrième mandat terminé. Donc c'est une instance qui peut être réactivée, qui peut devenir un tremplin pour M. Dioumine. En tout cas, ça lui donne un accès à l'ensemble des élites politiques de Russie et ce n'est pas négligeable. La personne qui était déjà à l'administration présidentielle, mais qui monte d'un cran, c'est Maxime Oreshkin, conseiller économique. Il devient l'un des adjoints au directeur de l'administration présidentielle. Et il est possible cependant qu'il soit déçu de cette annonce. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens le voyaient Premier ministre ou premier vice-premier ministre en remplacement de M. Belousov. Et la presse anglo-saxonne en particulier avait, semble-t-il, misé sur lui, ce qui l'a peut-être desservi. Alors, il n'est pas mis hors jeu, il monte d'un cran, mais il n'a peut-être pas ce à quoi il aspirait, ce qu'il espérait. Il n'en demeure pas moins qu'il va continuer à jouer un rôle important dans les arbitrages, les impulsions économiques au sein de l'administration présidentielle. Enfin, une dernière nomination qui me paraît significative à deux égards. C'est celle de Boris Kovalchuk, qui a longtemps dirigé Interrao, la compagnie d'électricité, mais hors nucléaire, de la Russie, qui a été nommé il y a une quinzaine de jours à l'administration présidentielle, à la direction du contrôle, et puis subitement, il y a 3 jours, à la tête de la Cour des comptes. C'est intéressant pourquoi? D'une part parce que il est le fils de Yuri Kovalchuk, qui est un ami de 30 ou 40 ans de Vladimir Poutine, un banquier, un oligarque très présent dans les médias, dans l'assurance, enfin un des hommes les plus influents du pays, assurément. Et d'autre part, parce que je l'ai dit, il a connu 2 nominations en 15 jours. Ce qui me fait dire, peut-être que je me trompe, mais qu'il y a eu une part d'improvisation dans ce que Poutine a décidé. Très clairement, enfin, Poutine aurait pu le nommer directement à la Cour des comptes. Il y a eu cette étape intermédiaire assez surprenante. Et il est tout à fait possible et même vraisemblable que les derniers arbitrages aient été faits oui, au milieu de semaine dernière et qu'il ait fallu bouger certains pions sur l'échiquier, les recaser ou créer de nouvelles cases. Et en tout cas, Boris Kovalchuk, au même titre que Dmitri Patrouchev, nouveau vice-premier ministre, fait partie de ces héritiers
de ces princes du régime qui sont un petit peu mis à l'épreuve. En tout cas, ils vont devoir faire leurs preuves dans leur nouvelle fonction aux yeux de Vladimir Poutine pour peut-être, qui sait, dans quelques années, être à ses yeux successeur potentiel. Euh, En guise de conclusion, que retenir de tout ça? Je l'ai dit, mais je le répète, priorité à l'efficacité et à la rationalisation de la dépense publique. Il n'y a pas de mobilisation, d'économie de mobilisation, d'économie de guerre. On reste dans le cadre actuel. Et l'une des caractéristiques du cadre actuel, alors certes, on peut dire que 6% du PIB, c'est beaucoup, évidemment, mais c'est que finalement, euh, l'essentiel de la population continue à vivre comme avant. Ni son mode de vie, ni son niveau de vie n'est affecté par l'opération militaire spéciale. Euh, Autre priorité du gouvernement et du pouvoir dans son ensemble, le social. Ça, c'est quelque chose qui a été souligné lors de l'adresse annuelle de Vladimir Poutine il y a un peu plus de 2 mois. On le retrouve dans les décrets qui ont été signés et qui donnent le cadrage politique jusqu'en 2030, voire 2036. Priorité au social, en tout cas l'effort de guerre, même si on ne l'appelle pas évidemment comme ça en Russie, ne doit pas se faire au détriment des équilibres macroéconomiques ou sociaux. Voilà, cher président, votre honneur, ce que je pouvais dire du remaniement de ces derniers jours. Merci, merci beaucoup Arnaud. C'est très instructif. En fait, ce que tu nous dis, c'est un gouvernement d'experts qu'il a réuni aujourd'hui. Alors, d'experts, pas seulement, c'était pas qu'un gouvernement technique, mais les gens connaissent leur dossier. C'est-à-dire que ce ne sont pas des politiques, je ne vais pas donner de nom, mais parfois en France, il y a des gens qui ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. Ou, je dis France, mais ça pourrait être d'autres pays, Beaucoup de parce pays. qu'ils ont une Ouais. administration, ils ont des directeurs d'administration qui finalement font un peu le travail pour eux. Ici, les ministres connaissent leur dossier, savent de quoi ils parlent. Et c'est censé, et je pense que le calcul n'est pas aberrant, faciliter les choses, accélérer les choses. Euh, Étant entendu, encore une fois, que dans l'esprit de Poutine, me semble-t-il, ce n'est pas pour s'engager dans une guerre longue, peut-être qu'elle sera longue, mais c'est plutôt pour faire la différence dans les mois qui viennent. Donc il faut qu'il y ait un changement de braquet dans les 6, 12 ou 18 mois qui viennent pour gagner la guerre en Ukraine. C'est ça le calcul de Poutine. Mais justement, à ce titre-là, on parle beaucoup en France, hein, on lit un peu tout et son contraire, sur l'effort de guerre, en disant c'est un pays euh, qui ne croit que par son effort de guerre. On parle de 20%, 30% du PIB mis dans l'effort de guerre, comme du temps de l'Union soviétique, qui a coulé l'Union soviétique. Et d'où la faiblesse, analyse-t-on pour certains, de l'économie russe. Mais est-ce que tu crois justement, toi tu parlais de 6%, je crois que les chiffres sont vérifiés là-dessus, mais est-ce que tu crois qu'il va rester dans les 6%? Il va pouvoir rester dans les 6%? Oui, je crois d'ailleurs que c'est une des priorités de Poutine, ne pas répéter les erreurs de l'Union soviétique. Il le dit depuis des années. Il le disait même avant la guerre. Pas de surmilitarisation. Ne nous engageons pas dans une course aux armements avec les Américains, par exemple, qui sont sortis du traité ABM. Donc là, évidemment, l'opération spéciale, si on parle, si on nomme un chat un chat, l'opération spéciale, elle s'est terminée en réalité en mars 2022. Et la guerre a commencé depuis. Et donc, les Russes ont mis leur dispositif en place, leur dispositif économique, dès l'été 2022. On le voit avec Mishustin qui commence à visiter les usines de défense. Voilà. Ils ont fait ce que les Occidentaux n'ont pas fait, ils en parlent depuis des mois, mais n'ont pas fait. Et ils l'ont fait il y a 18 mois, et je pense qu'ils sont en train de récolter les premiers fruits de cet effort de mobilisation des capacités des industries de défense. Ce n'est pas une mobilisation générale, attention, j'insiste beaucoup là-dessus. Alors 30, 20, 30%, c'est évidemment fantaisiste. Et il suffit de se promener à Moscou, en région, pour comprendre que c'est fantaisiste. Et les chiffres montrent que la croissance n'est tirée que par les efforts par l'effort de défense, à hauteur de 30 ou 40%. Donc on ne peut pas résumer la trajectoire macroéconomique russe à son effort de défense. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'il y a toute une ingénierie financière qui a été mise en place
fiscale également, avec des contributions très lourdes. Par exemple, de Gazprom, on a beaucoup parlé de déficit de Gazprom, assez inédit la semaine dernière, mais pourquoi ce déficit? Alors certes, il a perdu du marché européen, mais il y a aussi un impôt spécial de, de 50 milliards de roubles par mois. Ça fait 600 milliards par an. Voilà déjà la moitié du déficit de Gazprom. Contribution exceptionnelle. Et on peut multiplier les exemples. Donc la Russie, on peut le dire, ça par contre c'est vrai, est un petit peu en surchauffe, hein, surchauffe, mais elle n'est pas en déficit. Le déficit est limité à 0,8% et elle a trouvé des ressources financières, fiscales pour financer son effort de défense qui est très largement inférieur aux dépenses de l'URSS, en tout cas jusqu'à la perestroïka. Donc ça reste finalement assez maîtrisé. Et, euh, et, et Poutine a été très clair et explicite en présence de Belousov. La nomination de Belousov s'explique par la volonté de, s'explique par l'augmentation des flux financiers alloués à la défense et par la nécessité de continuer à œuvrer maintenant à budget constant. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de changement d'échelle dans les dépenses militaires. Ce sera peut-être 7% au lieu de 6,7, mais ce ne sera pas 10, ce ne sera pas 15. La tâche de Belousov, c'est de faire mieux à moyen constant. Alors, pour information, 600 milliards de roubles, c'est à peu près 6 milliards d'euros. Euh, et là où tu as raison, c'est effectivement la croissance est impactée 30-40%, je crois, effectivement, par l'effort de guerre, mais la consommation joue un rôle très important parce qu'il y a une vraie hausse, un vrai impact de la consommation aussi sur la croissance économique. Euh, alors, on a question, mais alors tu y as répondu à certaines, hein, parce qu'on nous demandait si c'était inhabituel d'avoir un civil à la tête du ministère, mais ça, tu as répondu à enfin, de la défense, tu as répondu à ça. Après, c'est plus des questions politiques, mais avant d'aller sur les questions politiques, on a renommé Lavros, qui nous a surpris parce qu'on pensait qu'effectivement, il avait peut-être un souhait de repartir. Alors d'abord, je ne peux que conseiller l'excellent livre d'Hubert Védrine sur les grands diplomates, où un certain nombre de diplomates français ont écrit des portraits de ces diplomates que Hubert Védrine a choisis. Et Lavrov, il y a un excellent portrait de Lavrov qui a été écrit par Sylvie Berman, ancien ambassadeur de France en Russie, qui le connaît bien parce qu'elle l'avait connu aussi à New York. Et c'est très intéressant de lire ce portrait. Mais effectivement, tu crois qu'il va avoir un rôle important à jouer pour la négociation éventuelle de la paix entre l'Ukraine et la Russie et de ce que souhaite la Russie en tout cas, notamment la neutralisation de l'Ukraine. Je ne sais pas s'il y aura un accord de paix. Je suis personnellement un peu sceptique et je l'ai dit à de nombreuses reprises ici, euh, euh, surtout après l'échec des discussions d'Istanbul. Mais le cas échéant, je ne pense pas que Poutine délègue une nouvelle fois, par exemple, à Medinsky ou à des acteurs de second rang. Si négociation il y a à avoir, ce sera au niveau de Lavrov et ensuite au niveau des présidents. Évidemment, Lavrov, avec son expérience, sa connaissance de ses homologues, de leur psychologie, enfin, dans une négociation, c'est un atout majeur. Il faut quand même, si négociation, encore une fois, il doit y avoir. Donc, est-ce que ça fait partie du calcul de Poutine? Poutine, de toute façon, préfère garder les gens qu'il connaît de longue date, travailler avec des gens qu'il connaît, en qui il a confiance. Alors, il n'y a aucun ministre en qui il n'a pas confiance, il faut être très clair. Mais il y a des dossiers qui sont plus importants que d'autres. Et peut-être aussi le fait qu'il n'y a pas à la différence d'autres postes, de personnes qui se dégagent comme successeurs potentiels de Lavrov. D'ailleurs, c'est peut-être un problème à moyen terme. Lavrov a certes des adjoints, certains sont très compétents, mais cette envergure-là, Lavrov incarne quelque part la Russie, lui aussi, auprès en Afrique, en Asie, ailleurs. C'est un des visages de la Russie. Donc, il a fait ce choix de le garder et on peut penser que
effectivement le dossier ukrainien et la perspective de bras de fer diplomatique dans les mois qui viennent à jouer dans le calcul du président Poutine. Et juste une remarque sur le plan économique, en tout cas, il y a une continuité, à l'exception de M. Mantorov, mais il y a une vraie continuité. Et comme justement on est en relation avec tous les ministres ayant euh, liés au poste économique, donc Sylvanov aux finances, Rechetnikov au développement économique, ben, ça facilitera nos discussions avec eux. Euh, il y a une question intéressante, c'est as-tu un premier bilan de la visite de Poutine en Chine? Alors vraiment un premier bilan parce que la visite va se prolonger demain. Poutine est arrivé très tôt à Pékin, donc dans la nuit à Moscou. Il a été accueilli avec tout le faste prévu pour les visites d'État et avec un protocole chinois très impressionnant. Et surtout, il est parti avec pratiquement l'ensemble du nouveau gouvernement, sauf Mishustin, je crois, qui est resté à Moscou, ce qui est assez normal. Mais la plupart, enfin presque tous les ministres sont à Pékin. Et ce qui, tu parlais de continuité, on a appris que l'un des objectifs de ces consultations, cette visite d'État, c'est aussi d'installer ou de pérenniser plutôt des dialogues entre vice-premiers ministres russes et chinois, ministres russes et chinois, et le fait de privilégier la continuité euh, euh, est important non seulement en Russie, mais également aux yeux des Chinois qui aiment travailler dans la durée avec des interlocuteurs qu'ils connaissent. Et on nous a dit que le facteur chinois avait également joué dans certains choix de Poutine. Ne pas changer certains ministres parce qu'il savait qu'il y a des dossiers importants avec les Chinois et que les Chinois, enfin, que ça faisait prendre un risque finalement de perte de temps. Or, je l'ai souligné, le facteur temps est très important aujourd'hui aux yeux du président Poutine. Les choses vont se décider dans les mois qui viennent et nommer des personnes qui ne connaissent pas leur dossier et qui ne connaissent pas leur interlocuteur chinois, dans certains domaines, ça aurait pu poser problème. Dernière question aussi politique, là c'est sur la Géorgie. Et l'adoption de la loi contre les agents étrangers est-elle perçue comme une victoire par Moscou? Alors d'abord, je crois c'est une question de l'un de nos auditeurs, mais elle n'est pas encore euh, adoptée, si je me trompe pas. Il Alors, y elle a a été encore un votée, vote. non, je crois qu'elle a été votée en troisième lecture. Je ne sais pas si elle a été promulguée, mais il me semble que la troisième lecture a été On faite. est le premier aujourd'hui. Il me semblait Euh, qu'il y avait un vote demain encore. à voir. Bon. Bon, en tout cas, l'issue du vote ne fait pas enfin, il n'y a pas beaucoup de suspense. Je dirais qu'il n'y a pas de triomphalisme à Moscou, ce qui est assez nouveau et plutôt intelligent pour une fois dans ce genre de dossier. Les Russes insistent plutôt sur le rôle des Occidentaux et la tentation prêtée aux Occidentaux d'organiser un nouveau Maïdan, à Tbilissi cette fois, contre des autorités que la Russie ne qualifie pas de pro-russes, hein, mais qui a décidé de prendre certaines distances vis-à-vis des Occidentaux. Donc je dirais plutôt une certaine prudence, et puis il y a tellement d'autres dossiers de politique étrangère importants vu de Moscou que je ne dirais pas que c'est ignoré, mais ça ne fait pas forcément les gros titres. C'est un titre parmi d'autres dans les actualités russes. En revanche, la tentative d'assassinat ayant visé hier le Premier ministre slovaque a fait réagir. Euh, on a vu ressurgir alors des analyses plus ou moins sérieuses, parmi les pas sérieuses du tout, il y a les théories du complot. Mais à la limite, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que ça révèle. Et ce que ça révèle, c'est que beaucoup de gens à Moscou sont convaincus que cette tentative d'assassinat, pardon, a été motivée par les positions de M. Fico sur le dossier ukrainien et la Russie. Mais Arnaud, il ne reste plus qu'à te remercier. Tu nous as fait une analyse. Pardon? Remercier, tu te prendras comme tu veux. Et il ne reste plus qu'à te... Non, franchement, remercier, tu as fait une analyse remarquable et on aura toujours besoin de toi pour le futur. Donc pour l'instant, tu restes. Tu n'es pas limogé. On va aussi souhaiter un prompt rétablissement à notre président, Gilles Chenesso, et qui, j'espère, nous voit là, en direct de son lit et fait le nécessaire pour pouvoir se lever rapidement. Voilà, donc merci à vous tous. La CCI France-Russie reste à vos côtés. Tenez bon.